Et donc, pour débuter, quelques petits rappels de fonctionnement. Tous vos micros sont coupés pour faciliter en effet un petit peu la partie des présentations, éviter en effet les bruits perturbateurs. Donc, vous allez pouvoir, grâce à l'onglet discussion ou chat, ça va dépendre de la version de Zoom, mais vous allez retrouver cet onglet soit en haut ou en bas de votre écran, et vous accéderez ainsi à la fenêtre de discussion où vous pourrez nous partager vos questions, vos remarques. Voilà, tout élément. Marion, qui est avec nous, sera là pour retranscrire à l'oral vos sollicitations. Également, nous vous demandons, pour faciliter justement la retranscription Je suis au de vos maximum aussi. sollicitations, de vous J'essaye de lever renommer. le son, mais je suis au maxi. Non, mais je suis au maxi. Là, je regarde partout, je suis au maxi, moi. Attendez, on a de fait un petit souci. Donc, je me remercie les personnes qui ont un micro d'ouvert, surtout de le couper parce qu'on vous entend. Et donc, de pouvoir vous renommer grâce à l'onglet participants, de nouveau en haut ou en bas de votre écran, qui va ouvrir une petite fenêtre sur laquelle, quand vous allez, donc normalement, vous devez apparaître en premier dans le listing. Et donc, vous allez avoir la possibilité, soit à travers trois petits points ou le petit bouton plus, comme vous voyez à l'écran, de pouvoir vous renommer et de mettre votre nom, prénom et le nom de votre structure. Nous vous remercions de faire cette petite manip, ça facilitera les échanges par la suite. Et donc, pour débuter ce webinaire, je vais vous proposer de passer donc à l'intervention de Florian du CEREMA. Alors, petite manip technique. Hop. Excusez. Bonjour à tous, je suis Florian Fournier, chargé d'études biodiversité et aménagement au CEREMA Hauts-de-France. Et donc je vais vous faire une présentation sur biodiversité et aménagement à l'occasion de ce webinaire. Ma présentation va se décomposer en deux grandes parties. Donc une première partie où on va traiter essentiellement de biodiversité et aménagement, dans laquelle je vais développer le contexte, énoncer quelques concepts et leur philosophie, et évoquer quelques leviers de prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement. Dans ma deuxième partie, je vais faire un focus sur trois leviers pour prendre en compte la biodiversité au sein de l'aménagement. Donc j'évoquerai la trame noire pour lutter contre la pollution lumineuse, les pistes pour évoluer vers une trame blanche pour la prise en compte du bruit par rapport à la biodiversité, et enfin la désimperméabilisation d'espaces publics comme les cours d'école. Tout d'abord, biodiversité et aménagement. Donc, comme premier élément de contexte, on a le changement climatique. Donc le changement climatique d'ici à 2050, vous voyez un peu ce que ça va représenter. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, depuis 1900, on observe 1,5 degré d'augmentation en moyenne sur l'ensemble de la France, une accentuation sensible du réchauffement au cours des 3 dernières décennies. On a observé également depuis le milieu du XXe siècle une évolution des précipitations différentes selon les régions et les saisons, une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur, on a une légère augmentation de la fréquence des tempêtes, mais aussi des pluies extrêmes qui sont plus intenses et plus fréquentes, notamment dans le sud-est, ainsi qu'une diminution de l'enneigement en moyenne montagne. Avec ceci, depuis le milieu du XXe siècle, on a également un assèchement du sol et une accentuation de l'intensité des sécheresses et de leur durée. Donc à terme, voilà ce que ça va donner d'ici 2050.
Ça va se traduire par une augmentation de feux de forêt, ce qu'on a déjà pu constater ces dernières années, une stagnation des rendements dans l'agriculture, le développement de certaines maladies, notamment via le moustique tigre et d'autres insectes qui vont se proliférer en France, et également une multiplication des phénomènes d'îlots de chaleur ou d'événements climatiques exceptionnels. Donc, que donne le changement climatique en région Hauts-de-France? Donc ici l'exemple de la Picardie. Donc on s'aperçoit que les températures moyennes en Picardie ont augmenté de 0,3 degrés par décennie sur la période qui va de 1959 à 2009. Donc on a également une accentuation du réchauffement depuis les années 80 et des précipitations qui sont globalement orientées à la hausse avec une forte variabilité d'une année sur l'autre. Avec ceci, on a un assèchement du sol et une accentuation de l'intensité des sécheresses. Donc il faut savoir que j'ai pris l'exemple de la Picardie, mais que si vous allez vérifier sur le site de Météo France, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'en Nord-Pas-de-Calais, c'est exactement la même évolution. Donc de même qu'on a pu voir l'évolution climatique depuis le milieu du XXe siècle sur la Picardie, nous allons voir avec le même outil, donc Climat HD de Météo France, le climat futur qui aura en Picardie. Donc il va se traduire par la poursuite d'un réchauffement au cours du XXIe siècle, qui va se traduire notamment par un réchauffement des températures moyennes annuelles qui pourrait dépasser 4,2 degrés, avec tous les impacts qu'on peut imaginer. On risque d'avoir également une évolution donc plutôt légère des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais par contre des contrastes saisonniers renforcés. On aura également une diminution du nombre de jours de gel, mais aussi une augmentation du nombre de journées chaudes, et ce, quel que soit le scénario modélisé. On aura également un assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle, et ce, en toute saison, avec, bien sûr, les impacts qu'on peut imaginer pour l'agriculture notamment. Donc ce scénario pour la région Nord-Pas-de-Calais est exactement le même, donc je vous invite à aller voir ça sur l'outil Climat HD de Météo France. Et donc ça nous fait bien prendre conscience de la nécessité à s'adapter à ce changement climatique. Toujours pour le changement climatique, le 6e rapport du GIEC est sorti et nous livre un certain nombre d'enseignements. Le réchauffement climatique contribuera notamment au déplacement et à la migration des espèces au sein des territoires. Il contribuera surtout à l'extinction d'espèces qui ne pourront pas s'adapter ou verront leur habitat disparaître. Il contribuera également au phénomène, à l'amplification du phénomène donc des espèces exotiques envahissantes qui continueront à se développer de plus en plus. Le réchauffement climatique contribuera également à réduire la quantité d'eau et la qualité de l'eau, qui conduira donc sur le plan sanitaire à des déshydratations et de l'hyperthermie. On observera de pair avec le réchauffement climatique un développement des allergies et des maladies. Et on observera également donc, le prix de l'insécurité alimentaire qui augmentera. Un certain nombre de solutions sont préconisées par ce rapport. Donc, tout d'abord, la réduction de la consommation des énergies fossiles, qui va de pair avec la production d'énergie décarbonée. La rénovation énergétique des bâtiments, ainsi que la construction des bâtiments à énergie passive. Autre solution préconisée par le rapport du GIEC, le développement des mobilités vertes et douces, tout en diminuant la quantité de déchets et de pollution. On s'aperçoit que ces différents constats nous montrent l'importance d'agir, d'autant que le coût de l'inaction coûtera plus cher à la communauté que celui d'agir. À titre d'information, le coût lié au risque naturel en 2022 est évalué à plus de 10 milliards d'euros. C'est un record. Et ces sommes vont être amenées à croître si l'évolution du changement climatique continue ainsi et que nous ne faisons rien. Donc, autre élément de contexte, la biodiversité. Donc, il est important de rappeler l'importance de la biodiversité. En effet, la biodiversité, donc au travers des écosystèmes, va réaliser un certain nombre de fonctions écologiques importantes qui vont permettre la réalisation de services écosystémiques. Donc, pour rappel, les services écosystémiques sont les bénéfices retirés par l'humain de processus biologiques. Le problème, c'est que s'il n'y a plus de biodiversité, il n'y aura pas de fonction et par conséquent pas de service écosystémique.
Or, nous sommes entrés dans la 6e crise d'extinction d'espèces avec une érosion massive de la biodiversité, qui se traduit en France, d'après les chiffres de l'UICN 2022, par de nombreuses espèces qui sont donc menacées sur le territoire de France métropolitaine. Or, comme on a pu le voir, s'il n'y a plus de biodiversité, un certain nombre de services ne seront plus rendus, et donc de facto, c'est nous que nous pénalisons. Donc, comme je le disais précédemment, on s'aperçoit que les principales causes de l'érosion de la biodiversité sont essentiellement liées à l'activité humaine. Et donc, pour résumer, la nature, la biodiversité, donc, pourrait nous aider à lutter contre le changement climatique en nous rendant un certain nombre de services, mais elle ne peut être efficace du fait que nous la fragilisons via nos modes de vie et d'aménagement. Il est donc important de repenser nos façons d'aménager et de préserver la biodiversité, et de la renforcer afin de développer les services rendus et permettre une adaptation de nos villes et villages au changement climatique, en la prenant davantage en compte dans les aménagements. Adrien, Concernant les concepts, un certain nombre de concepts a vu le jour qui prônent la prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement. Donc parmi eux, les solutions fondées sur la nature, donc qu'on appelle aussi SFN. Ce sont donc des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de la société de manière efficace et adaptative. Donc, parmi les défis sociétaux, on peut citer notamment le changement climatique, la sécurité alimentaire, la réduction des risques naturels, l'approvisionnement en eau, la santé humaine ou encore le développement socio-économique. Voilà pour ce premier concept. Donc, deuxième concept, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, SAFN. Donc, elles ont la particularité d'être des actions qui vont viser à favoriser la conservation de la biodiversité et la fourniture de services écosystémiques ciblés sur les impacts des changements climatiques, afin de permettre aux sociétés d'être plus résilientes face à ces enjeux. Donc là, on voit bien, on est vraiment sur le changement climatique et pas sur les autres défis sociétaux. Il est important de noter que ce soit les solutions fondées sur la nature ou les solutions d'adaptation fondées sur la nature, elles peuvent être déployées en tout milieu, qu'il soit urbain, rural, forestier ou autre. Voilà. Donc, troisième concept, sûrement le plus connu, ou au moins celui qu'on a tous entendu parler, c'est la nature en ville et village. Donc, les opérations de nature en ville et village vont se concentrer essentiellement sur le milieu urbain ou urbanisé. Ces opérations vont consister essentiellement à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature ou des solutions d'adaptation fondées sur la nature en milieu urbain, incluant l'enjeu biodiversité. Donc voilà. L'ensemble de ces approches vont permettre de répondre aux différents enjeux auxquels nous sommes confrontés actuellement, donc à savoir la sobriété énergétique, bâtiments, éclairage, gestion des eaux pluviales, mais aussi santé publique, qualité de l'air, espace de respiration végétale, apaisant, bien-être, etc. Mobilité, avec la réorganisation de l'espace public, développement des mobilités douces, et équité territoriale, accès à la nature pour tous notamment. Donc le but de l'ensemble de ces concepts est de prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement du territoire, afin que celle-ci serve les territoires, les mettre en œuvre contribuant donc à l'adaptation au changement climatique, à l'instauration d'un cadre de vie agréable tout en enrayant l'érosion des espèces, et ceci contribuant à rendre les territoires vivables et vivants. Donc maintenant, nous allons évoquer quelques exemples de leviers pour valoriser et prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement. Donc voici une liste de plusieurs leviers. Alors, j'ai mis les principaux, vous les connaissez sûrement. Donc, parmi eux, donc on peut citer la trame verte et bleue, donc, qui peut être donc joignable aux documents d'urbanisme. On peut citer l'obligation réelle environnementale, ou encore les orientations d'aménagement et de programmation, qui elles aussi sont dans les documents d'urbanisme, et vont contribuer donc à prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement.
Il y a d'autres leviers qui vont exister, donc à différentes échelles. Donc, on peut citer donc les plantations volontaires de végétaux locaux sur les espaces imperméabilisés, donc facilitées par les communes. On a également donc la pose de nichoirs aux endroits adaptés donc dans les différents espaces. Les végétalisations de toiture. On a également la désimperméabilisation d'espaces publics, la mise en place de trames noires. Enfin, il y a vraiment une grande variété de leviers possibles. Et donc dans ma deuxième partie, je vais faire un focus sur 3 leviers particuliers. Donc, comme je le disais, on va faire un focus sur 3 leviers de prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement. Donc tout d'abord, la trame noire et la lutte contre la pollution lumineuse. L'évolution vers une mise en œuvre de trames blanches et la lutte contre le bruit. Et enfin, la désimperméabilisation d'espaces publics avec l'exemple des cours d'école, mais ça pourrait être aussi bien des parkings. Donc, hop, continuons. Donc tout d'abord, la trame noire et la pollution lumineuse. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte. Donc la pollution lumineuse va impacter la biodiversité. En effet, 1/3 des vertébrés et 2/3 des invertébrés vivent partiellement ou exclusivement la nuit. Du coup, la pollution lumineuse va générer des impacts très importants sur la biodiversité, sur la faune comme sur la flore. Parmi ces impacts, on va avoir des modifications de paramètres de déplacement, avec des phénomènes d'attraction, de répulsion, voire de collision. En effet, pour illustrer donc la répulsion, la pollution lumineuse va générer un effet barrière qui va contribuer à fragmenter les écosystèmes et donc à terme à diminuer les populations d'espèces. Pour ce qui est de l'effet attractif, il peut s'avérer mortel puisqu'il va entre guillemets attirer les espèces vers la lumière qui se rendront donc plus vulnérables aux prédateurs et pourront être plus facilement donc tuées, ou celles-ci, notamment pour certains insectes, vont tourner autour de l'éclairage, et papillonner et jusqu'à épuisement, voire en mourir. Autre impact, la modification des rythmes biologiques. Donc la pollution lumineuse va notamment perturber le rythme circadien des espèces, ce qui pourra entraîner des modifications de comportement, avec notamment des impacts sur les fonctions physiologiques et sur la biologie des espèces. Autre impact, la perturbation des réseaux de pollinisation nocturne. En effet, la pollution lumineuse va attirer donc un grand cortège d'espèces d'insectes, notamment à voler vers les lampadaires. Et pendant ce temps-là, au lieu d'aller polliniser les plantes, ils vont être attirés par la lumière, ce qui va avoir pour conséquence négative un succès reproducteur des plantes qui sera beaucoup moins efficace. Enfin, une perturbation des cycles biologiques naturels, notamment chez les végétaux, avec une perte des feuilles tardives ou une floraison précoce. On va avoir également une baisse d'activité, un stress et un vieillissement de ces espèces. Donc l'ensemble de ces conséquences vont concourir au déclin sans précédent des espèces selon le rapport de l'IPBES 2019. Donc en plus d'avoir des conséquences sur la biodiversité, la pollution lumineuse va aussi impacter l'homme, notamment via la lumière bleue qui est toxique et qui va donc générer des risques d'endommagement de la rétine. La pollution lumineuse va également perturber le rythme circadien, donc l'horloge biologique et le système hormonal de l'être humain, mais va aussi également générer de l'hyperactivité, car il faut savoir que donc, la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, dépend du rythme jour-nuit. Par conséquent, l'homme ayant de la lumière à proximité va avoir plus de mal à identifier le moment de la nuit, ce qui va générer une mauvaise production de la mélatonine ou une production retardée, qui va engendrer un sommeil plus tardif et à terme, mauvaise récupération, fatigue, vulnérabilité aux maladies. Du coup, il va falloir donc agir, et pour agir, il faut des solutions. Donc tout d'abord, en commençant par se poser les bonnes questions. Faut-il vraiment éclairer? Donc selon l'endroit, évitement, suppression, extinction partielle.
Quel type de luminaire choisir? Donc il va falloir choisir les luminaires adaptés à la situation, avec une source lumineuse adaptée, une température de lumière, de couleur de lumière adaptée, une orientation du flux lumineux également adaptée. Il va falloir également réfléchir à quel mode de gestion de l'éclairage. Donc, est-ce qu'on va faire de la télégestion, un abaissement d'intensité, une détection de présence avec minuteur, et surtout, bien identifier et définir les enjeux de biodiversité et de santé, et limiter l'effet de barrière lumineuse. Donc, parmi des solutions qu'on peut déjà voir, on observe notamment un éclairage plus doux via des LED ambrés. Donc, on peut le voir notamment à Lille, c'est ce qu'on voit sur la photo donc à gauche. On peut avoir un éclairage dirigé et temporel, comme c'est le cas à Lille. Donc on le voit sur la photo avec le petit abat-jour qui va empêcher la lumière de diffuser de tous les côtés. Ou encore, on peut avoir une extinction nocturne. Autre solution, la mise en place d'une trame noire. Alors, là, qu'est-ce que c'est qu'une trame noire? La trame noire ou trame nocturne, c'est une composante de la trame verte et bleue qui va avoir pour objectif de maintenir ou de restaurer une continuité écologique favorable aux espèces nocturnes. L'avantage d'élaborer une telle trame, c'est qu'elle va permettre un travail de planification qui va favoriser une cohérence d'ensemble à l'échelle d'un territoire et qu'elle pourra être adjointe aux différents documents de planification. Mais comment réaliser une trame noire? Donc, la réalisation d'une trame noire va suivre 5 principales étapes. La première étant le diagnostic du territoire. Donc le diagnostic, il va comprendre dans un premier temps la réalisation de la carte de pollution lumineuse du territoire, en caractérisant l'éclairage via les données de radiance satellite ou via l'ortholuminoplan. Donc c'est des photos aériennes. Dans un second temps, il s'agira de consulter les données d'éclairage via les bases de données du parc d'éclairage de la commune quand elles existent, donc la localisation des lampadaires, le type de lampadaire, leur puissance, l'heure de fonctionnement, s'ils fonctionnent avec de l'extinction ou pas, etc., etc. Et dans un troisième temps, donc consulter donc les bases de données naturalistes, donc via les applications locales ou régionales, ou alors consulter les continuités écologiques et l'occupation du sol. La deuxième étape va consister à identifier le réseau écologique de trames noires, en identifiant le seuil de sensibilité à la lumière des espèces cibles choisies, donc que ce soit une espèce de chauve-souris précise ou un papillon de nuit ou un autre groupe choisi, couplé à la carte de pollution lumineuse et ou en croisant la carte de pollution lumineuse avec la trame verte et bleue. Une fois ce deuxième point fait, on va donc identifier les zones de conflit entre le réseau écologique de trame noire et l'éclairage nocturne. Donc on va croiser les deux cartes et ça va nous permettre de localiser ces zones de conflit. Les zones de conflit identifiées, ça va nous permettre donc d'avoir les zones où il faut prioritairement agir. On va passer à la quatrième étape qui est d'établir un plan d'action. En réalisant des actions qui vont viser à préserver ou restaurer la continuité écologique au niveau de ces points de conflit identifiés, ou des actions qui vont viser à définir des solutions d'éclairage les moins perturbantes, là où de réels impératifs de sécurité vont l'exiger. Enfin, une cinquième étape qui est essentielle pour voir l'efficacité d'un dispositif, c'est d'effectuer un suivi d'évaluation. Donc afin d'évaluer dans un premier temps l'efficacité des mesures et de lister les indicateurs de suivi. Donc sur la trame noire, un certain nombre de ressources existent. Parmi elles, un certain nombre donc réalisées par le CEREMA. Donc on a tout d'abord les fiches sur l'éclairage, donc les fiches Aube, qu'on peut retrouver donc sur le site de la boutique du CEREMA. La fiche sur le décryptage de l'arrêté nuisance lumineuse de 2018. L'état des lieux de la trame noire en Hauts-de-France, donc qui est un rapport rédigé en 2019, ou encore le guide chiroptère et infrastructures de transport réalisé en 2016 par le CEREMA. À cela, il y a également, on peut également ajouter donc, le guide de méthodologie pour élaborer une trame noire rédigé par l'OFB,
qui est aussi téléchargeable sur leur site. Le deuxième levier qu'on va étudier, donc, c'est le levier sur le bruit et la biodiversité et l'évolution vers une trame blanche. Donc là encore, quelques éléments de contexte. Donc, depuis la crise du Covid notamment, mais aussi un petit peu avant, on avait une prise de conscience du bruit et de ses impacts sur la biodiversité. Alors il faut rappeler également, c'est qu'on qualifie de bruit l'ensemble des sons d'origine anthropique susceptibles de produire des effets indésirables, tant pour les humains que pour la faune. Donc on ne comprendra pas dans ces bruits le son d'une rivière qui coule, d'une cascade ou d'un coq qui chante. Voilà, donc ça c'est important de le repréciser. Donc le bruit va notamment impacter la biodiversité. Donc l'un des impacts, c'est le masquage sonore. Ce masquage sonore va détériorer la communication entre les individus, détériorer les contacts sociaux, va masquer les cris de détresse, va perturber les signaux d'accouplement, avec des conséquences sur la reproduction notamment. Le masquage sonore va entraîner aussi une modification de l'équilibre prédateur-proie, avec des effets négatifs sur la recherche de nourriture. Soit le prédateur n'entendra pas la proie, ce qui va le gêner pour chasser, ou à contrario, le prédateur va trouver plus facilement des proies qui ne seront pas alertées par le son du prédateur. Donc ça, c'était pour le masquage sonore. Deuxième impact, l'effet de distraction-dérangement. Donc, le plus souvent, c'est occasionné par des bruits intermittents et imprévisibles. Le bruit étant souvent indicateur de danger, il va dans ce cas devenir un polluant sensoriel qui va détourner partiellement ou complètement l'animal de son action. Alors, ça va se traduire notamment en termes de conséquences par une diminution d'efficacité dans l'alimentation, dans la recherche de prédateurs, donc qui va occasionner du coup le risque d'être plus vulnérable, dans la recherche de partenaires sexuels, voire dans ses déplacements. La distraction va également avoir des conséquences dans les troubles de l'orientation et de l'apprentissage, et ça chez les animaux comme chez les êtres humains. L'autre impact du bruit, c'est l'effet de tromperie-confusion. Donc la tromperie, c'est le processus par lequel un polluant sensoriel est détecté comme un indice ou un signal naturel et va provoquer une réponse inappropriée et souvent inadaptée. Lorsque les signaux trompeurs entraînent des réponses inadaptées, ils peuvent constituer des pièges écologiques. Alors, comme exemple de piège écologique, on a par exemple les baleines à bec qui peuvent percevoir les sonars militaires comme des vocalisations d'orques, ce qui va modifier leur répartition pour éviter la présence supposée du prédateur. Donc le bruit n'impacte pas que la biodiversité, il impacte également l'homme. Voici quelques impacts générés par le bruit. Des conséquences physiologiques, notamment le stress, la perte auditive, la fatigue, l'altération des fonctions immunitaires, donc qui amènent à être plus vulnérables face aux maladies, ou encore les modifications épigénétiques. Le bruit va également générer des conséquences sur la concentration, avec une diminution de la concentration, mais aussi des apprentissages. Du fait de ces différentes conséquences, il est nécessaire d'agir donc contre la pollution du bruit et de prendre en compte le bruit et les conséquences qu'il a sur la biodiversité, mais aussi sur l'homme. Pour ce faire, il est important de rétablir des zones calmes en prenant en compte le volet biodiversité. Donc ces zones pourraient être soit complémentaires des zones calmes définies par la directive bruit, soit être des zones calmes définies par la directive bruit, améliorées, c'est-à-dire comprenant un volet biodiversité dédié. Plusieurs démarches existent et ont été initiées, notamment dans plusieurs PNR, comme celui du golfe du Morbihan en 2018, celui des Pyrénées ariégeoises ou encore le PNR Scarpesco. À savoir que plusieurs collectivités sont intéressées par le sujet, notamment la ville de Lille et la ville de Montpellier, ou encore la communauté d'agglomération de Maubeuge. Ménager des zones calmes et propices à l'homme et à la biodiversité reste faisable. Aller vers une démarche de trame blanche qui est plus englobante reste encore complexe, mais comme le reste, on y viendra.
ne serait-ce que pour le mieux vivre sur les territoires. En effet, la complexité va relever de quelles espèces cibler, de quelles sources de bruit cibler et des impacts à atténuer. Une démarche simplifiée serait de réaliser la carte de bruit du territoire avec différents niveaux de seuil d'exposition au bruit, de croiser cette carte avec la carte des continuités écologiques du territoire pour identifier les zones où il faut agir pour réduire le bruit et identifier les zones de calme du territoire. Ainsi, sur ces zones identifiées, en fonction de ce qui caractérise le bruit du secteur, on pourrait prescrire des actions pour le limiter. Une telle démarche ne serait bien sûr pas parfaite, mais elle permettrait de lancer des réflexions et d'améliorer les choses. En termes de ressources sur le sujet, il y a peu de retours d'expérience, mais on peut citer le rapport de stage réalisé cet été par Jules Méran au sein du CEREMA Hauts-de-France, qui s'intitule Pistes méthodologiques pour l'identification d'une trame verte et d'une trame blanche en milieu urbain, ou encore l'étude du CEREMA pour l'établissement public territorial Paris-Est, Marne et Bois sur l'identification de zones calmes. Cette étude a la particularité de comprendre un volet modélisation du bruit, complété par des mesures acoustiques et vibrations et la recherche d'autres activités humaines. Il existe également quelques outils pour aider à l'élaboration de ce type de dispositif, notamment l'interface NoisePlanet, qui est un projet qui a pour but de fournir des outils scientifiques pour l'évaluation du bruit dans l'environnement. Parmi les outils, on a Noise Modeling, qui permet la réalisation des cartes de bruit, ou Noise Capture, qui lui est un projet de science participative où l'on va permettre aux gens d'enregistrer les ambiances sonores de leur quartier, de leur jardin, de leur ville, et donc consultable par tout le monde, ce qui permettra de donner une idée des paysages sonores en des points donnés. Comme on a pu le voir, c'est un sujet qui est encore peu documenté, mais c'est un sujet dont il faut se préoccuper. Et par conséquent, il est important de favoriser toute démarche de réduction du bruit sur un territoire, de valoriser le calme et de dévaloriser le bruit, de rappeler la loi du 29 janvier 2021 qui dit que les sons et les paysages sonores contribuent en fait à être du patrimoine commun de la nation. Il est important également d'intégrer les paysages sonores dans tout projet d'aménagement et les documents de planification. Et enfin, il est également important d'expérimenter et partager des démarches sur les mises en place de zones calmes et de réalisation de trames blanches afin de faire émerger une émulation positive. Enfin, troisième levier sur lequel on va se focaliser, la désimperméabilisation d'espaces publics. Donc on prendra l'exemple des cours d'école. Donc la désimperméabilisation des espaces publics. Donc en quoi ça consiste? Alors d'abord, il y a un constat à faire, c'est que la majorité des espaces publics sont surartificialisés, et ce au détriment de la biodiversité, mais pas que. Et c'est le cas notamment des cours d'école. Donc l'objectif, c'est que via un procédé de concertation avec les enfants, les équipes pédagogiques et les parents, on va essayer de faire reconquérir l'espace artificialisé de la cour d'école par la biodiversité en désartificialisant cette cour. Donc tout l'objectif et l'enjeu de ce process de désimperméabilisation des cours d'école, c'est qu'en faisant réinvestir la biodiversité de façon adaptée au territoire et à son climat sur ces espaces qu'on va désimperméabiliser, on va contribuer en fait à générer des effets positifs de la nature sur les usagers, notamment sur la santé mentale, leur créativité et sur le stress des enfants. Donc on va améliorer le bien-être. On va également lutter contre l'effet d'îlots de chaleur urbains. On permettra de reconstituer le petit cycle de l'eau et de mieux gérer les eaux pluviales avec une gestion qui arrivera à la gestion à la parcelle et sans tuyau. Ça permettra également de restaurer les sols et également de faire de ces cours réhabilités pour la biodiversité des supports d'éducation à l'environnement, tout en remettant la nature à portée des enfants. Et bien sûr, on améliorera la biodiversité. Bref, on aura une cour d'école qui sera résiliente et qui contribuera à la résilience des territoires.
L'apport de la concertation avec les différents usagers va notamment permettre aussi de favoriser l'inclusivité avec une cour attrayante et accessible à tous, quelles que soient les capacités physiques, cognitives ou le genre de l'enfant. On va favoriser la modularité de l'espace avec une évolution donc journalière et une évolution saisonnière de la cour d'école. On contribuera également à la culture en pensant la cour comme un support pour le développement culturel des enfants, mais aussi en développant l'école du dehors pour favoriser les approches pédagogiques en plein air et en proposant des aménagements ad hoc à l'intérieur de la cour. Donc voilà tout l'apport de la concertation. Donc comment mettre en place ce type de process? Donc, ce type d'opération va aborder un certain nombre de thématiques, parmi elles donc les eaux pluviales, la biodiversité, l'inclusivité, le changement climatique ou encore la modularité, ce qui va nécessiter de se faire accompagner par des spécialistes dont on a disposition en régie ou pas, et donc de monter une équipe projet multithématique. Une fois l'équipe projet bâtie, il sera important de réaliser le diagnostic de l'existant, donc à savoir les surfaces artificialisées par la cour avant travaux, la gestion des eaux pluviales en cours avant travaux, l'usage de la cour d'école, les différents usages qu'il peut y avoir, et les périodes d'utilisation qu'il va y avoir de la cour d'école, et aussi quelle biodiversité il existe sur la cour d'école et à proximité. Ensuite viendra une concertation donc avec les élèves, parents et équipes pédagogiques pour faire ressortir les besoins et envies de chacun. Donc cette concertation permettra de qualifier les usages de la cour, de mieux comprendre les enjeux de chacun, d'identifier d'autres points de diagnostic, notamment le point de vue usager, et d'impliquer chacun dans la démarche. Après analyse des envies et besoins, du diagnostic de l'existant, qui lui va conditionner une partie des possibilités, des propositions vont être faites et soumises à validation. Des réflexions vont pouvoir être menées sur le type de plantation, le type de clôture, le type de revêtement perméable, la gestion des eaux pluviales, le mobilier, etc. Et une fois les propositions donc validées, on va passer à la réalisation et on va envisager le suivi d'évaluation de l'opération et ses indicateurs de suivi, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction aux usagers. Donc il y a certains pièges à éviter. J'en ai référencé que 2, mais il y en a beaucoup plus. Donc c'est parce que c'est juste les 2 principaux. Donc tout d'abord, bien choisir les espèces végétales plantées. Il faudra veiller à ce qu'elles s'acclimatent bien après plantation et ne soient pas source de problèmes sanitaires, d'où l'importance de se faire accompagner par des personnes compétentes, donc espèces locales et adaptées au milieu et aussi donc au faible pouvoir allergène. L'autre piège, c'est de prévoir des espaces pour ranger les bottes ou décrotter ses chaussures dans les aménagements de l'école, puisque, ben oui, quand il pleut, la biodiversité, enfin la terre notamment, peut être salissante. Donc il faut prévoir ces aménagements ou prévoir des cheminements propres pour mener aux espaces pédagogiques lors des activités en plein air. Là encore, un certain nombre de ressources existent. Donc là, je vous en ai mis 2 qui sont rédigées par le CEREMA. Donc tout d'abord, le retour d'expérience de réaménagement de la cour d'école de Libourne, qu'on peut trouver sur le site de la boutique du CEREMA, donc c'est gratuit, hein, il suffit juste de s'inscrire. Ou le petit essentiel, faire de la nature un pilier de la ville de demain. Donc voilà pour les ressources sur ce thème. En conclusion, on peut dire que l'avenir de l'humain sur Terre est intimement lié à celui de la nature et de la biodiversité, notamment en ville et village et toute surface urbanisée. En effet, ce qui est mauvais pour la biodiversité l'est directement ou indirectement pour l'être humain. La nature et la biodiversité sont des composantes à part entière des projets et doivent être pris en compte en tant que tels dans les projets d'aménagement des territoires. Et enfin, la biodiversité est un levier vers des territoires résilients et une sobriété des territoires
dont les élus, leurs services techniques et leurs citoyens doivent vraiment s'emparer. Il est important de retenir en conclusion que prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement, c'est aussi et surtout s'adapter au changement climatique. C'est préserver la biodiversité, la faune, la flore, les habitats, les milieux et les continuités écologiques. C'est également gagner en résilience écologique, économique, sociétale, mais aussi en sobriété énergétique. Prendre en compte la biodiversité, c'est également augmenter le végétal, infiltrer les eaux pluviales à la source, cohabiter avec la faune et la flore, et le tout dans une démarche globale et cohérente. Ça permet également d'agir sur le foncier et de mobiliser. Or, agir sur le foncier va inciter les acteurs des territoires voisins à agir sur leur foncier également. Dynamique et émulation positive. Prendre en compte la biodiversité va permettre de mixer les compétences, de dépasser les oppositions et de travailler en transversalité, et de décloisonner le travail des services des collectivités. Et enfin, prendre en compte la biodiversité, c'est surtout faire converger différentes politiques publiques. Merci de votre attention. Merci Florian pour cette présentation très complète et aussi voilà, tous ces liens et ressources que tu nous mets à disposition, hein. Sachant que la présentation voilà, vous sera aussi transmise afin que vous puissiez retrouver les différents liens et documents cités. Ce que je vous propose, c'est de procéder, si vous avez des questions, des remarques, à un petit temps où vous pouvez nous les partager, nous en faire part via le module de discussion. À l'heure actuelle, je n'en vois pas apparaître. Je ne sais pas, Marion, toi non plus de ton côté. Non, je vois aucune question pour le moment. Très bien. Donc, dans l'attente de voir si certains d'entre vous ont des questions ou des sollicitations, Johan, je te propose de commencer à lancer le partage de ton écran. Donc, nous avons aussi sollicité Johan en tant qu'écologue pour venir compléter la présentation de Florian. Florian nous a parlé principalement des concepts, des grands enjeux et du contexte lié à ce sujet biodiversité-aménagement en ayant un focus sur 3 thèmes. Et l'idée, voilà, à travers l'expérience de Johan Tison, c'est de pouvoir aussi avoir des exemples aussi de concrétisation de projets sur cette thématique de l'aménagement et de la biodiversité. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Combien de temps j'ai avec ma double casquette, du coup, ma double présentation? Avec ta double casquette, 20 minutes, une Ok, demi. ça marche. Je mets un minuteur en marche. Pas Très bien. dépasser. Par contre, Johan, Ouais. c'est bon, ça y est, ton partage d'écran est OK. On a en visuel la ville de Lille. Ouais, ok. Bon, bah alors du coup, bon, je me présente Yoann Tison. Alors je vais présenter effectivement 2 choses parce que j'ai 2 casquettes. La première, première présentation, c'est un PowerPoint recyclé de notre concours Capitale Française Biodiversité qu'on avait gagné, je crois que c'était en 2021. C'était sur la thématique eau et biodiversité. Donc là, c'est avec ma casquette d'écologue, chargé de la restauration de la biodiversité pour faire court sur le territoire lillois depuis 2005. Sachant que j'avais déjà commencé à travailler dessus depuis 2 ans, mais par le biais associatif. Donc voilà. Et ma deuxième casquette, ce sera celle d'élu biodiversité espace vert à la commune de Villeneuve-d'Ascq depuis les dernières élections. Alors, je commence par le premier. C'était la thématique biodiversité, donc j'ai pas mal de diapos que je vais passer rapidement. Donc effectivement, en plus d'avoir une compétence en biodiversité depuis longtemps, on met en place un certain nombre de chantiers. J'ai l'honneur d'encadrer à peu près par an environ 500 bénévoles pour des chantiers très concrets de restauration de la biodiversité. Et dans ce diaporama-là, on axe forcément sur notre trame verte principale, qui est le canal de la Deule, et d'une façon générale, avec l'historique de la ville de Lille des zones humides, sur les zones humides. Donc une petite diapo là qui illustre notre travail avec l'accord des VNF de renaturation des berges de la Deule.
Bon, on avait commencé avant ça, hein, vous voyez là, bon, 2006-2018, hein, c'est le même site, des berges lagunées qu'on a gérées différemment, qu'on a recréées, des plantations de Solteta. On a planté à peu près 250 Solteta, plus les frênes de semis. Bon, voilà une photo qui date de 2018. Entre-temps, voilà, ça fait 3 kilomètres. On a retravaillé sur les enrochements, on a recréé des mares dans cette roselière, avec tout l'intérêt aussi de développer une ripisylve, mais ça, j'y viendrai après. Bah là, voilà par exemple. Défense de berge avec les Solteta, bah, ça nous permet de recycler notre matière végétale issue de nos tailles d'arbres têtards. Et on travaille sur de la conservation génétique des saules, bon, qui sont venus de la banque de graines, mais aussi de récoltes que j'ai pu faire sur la vallée de la Scarpe, sur la marque, bon, sur la Deule bien évidemment et sur la Lys. Bon, on recrée certains habitats bon, qui ne sont plus les roselières du 19e siècle, malheureusement, en termes de végétation, mais on a le retour de quelques espèces animales liées aux roselières, comme cette les farvates réapparue en 2005, et maintenant on est à peu près à une vingtaine de couples. Plantation, on anticipe un peu le retour du castor. En tout cas, on essaie de lui donner un territoire qui fera qu'il s'arrêtera peut-être quelques semaines chez nous, au minimum. Replantation de plançons de sol arbustifs, donc compatible avec le trafic fluvial. L'intérêt, ben, c'est l'énorme rhizosphère dans l'eau qui sert de frière aux poissons, les plus de 520, 560 espèces d'insectes potentiels qui se nourrissent des saules, et ben, forcément la lutte contre les îlots de chaleur, parce que forcément ces saules qui baignent dans l'eau, même en cas de forte canicule, ben, bien évidemment, ils ne ferment pas leur stomac, ils continuent d'évapotranspirer des énormes quantités d'eau. Donc voilà, on va un peu plus loin, on avance sur l'eau, c'est vrai que l'accord des VNF, là, on crée des îlots pour couper les oiseaux d'eau du dérangement, des bateaux électriques, des kayaks et aussi du bâtillage des péniches, hein, on est sur du 3000 tonnes, enfin bientôt 3000 tonnes. Donc on se sert encore une fois de notre matière première, ça devient un récif à moules zébrés, mais pas que. Et voilà un peu le schéma de principe, hein, bon, mes petits dessins, je suis pas un super illustrateur, vous me pardonnerez. Mais bon, ça permet au moins de comprendre de là où on vient et quel est l'objectif. D'ailleurs, on a un gros chantier là qui va démarrer dans quelques semaines là, et tout ça. Donc voilà le résultat cette année de ce que vous avez vu. Alors les rhizomes de roseaux sont là, ils sont pas très visibles, cachés sous les rorites, mais bon, la roselière arrive et c'est assez intéressant. Donc comme ça, des restaurations de roselières, on recycle aussi nos fauches de roseaux et y compris les roseaux des toitures d'Asnapio. Je préférais récupérer les roseaux des toitures d'Asnapio pour le lac du Véron. Malheureusement, le lac du Véron, c'est la MEL qui est gestionnaire et pas la ville de Villeneuve-d'Ascq. Donc, j'ai malheureusement pas trop de pouvoir. Enfin, pas assez. En attendant, donc, du coup, je les recycle sur l'île, là, les berges de la Deule. On se sert des roseaux comme substrat, parce que les roseaux dans l'eau refabriquent de la tourbe. On revient déplaquer des mottes de carex, par exemple. Ils vont eux-mêmes régénérer c'est des plantes turfigènes qui vont régénérer de la tourbe. Bon, pareil, la de l'avant maintenant. Les berges, on a repris les enrochements, ça vous l'aviez vu. Remis des mottes. Hop là, pardon. Voilà le résultat. Et forcément, ces enrochements sous l'eau, c'est un véritable écosystème extrêmement riche. Voilà, bon, des exemples, je passe de renaturation de berges, vous en voyez plein là. Ici, la citadelle, au Grand Carré, toujours, bon, c'est la citadelle. Lutte contre les dérangements des chiens, l'érosion des berges à cause des baignades de chiens trop nombreux. Bon, bah voilà, encore une fois, on profite, on expérimente, on tâtonne et on trouve des solutions intéressantes. On fait aussi des aménagements de reprofilage, on fait des aménagements pour le martin pêcheur. Mais l'eau, bien évidemment, c'est aussi dans les enjeux modernes de lutte contre les îlots de chaleur, hein, rechercher le zéro rejet d'eau à l'assainissement, ce qui n'est pas une mince affaire. Bon, j'y arrive peut-être un peu plus maintenant sur Villeneuve-d'Ascq. À Lille, on commence sur certaines opérations. Ici, c'est sur Bois-Blanc, où on remet une végétation type mégaforbier, carissée, avec des saules têtards, hein, toujours des végétations indigènes très très riches pour la biodiversité locale. Hop là. Un gros enjeu sur les milieux ouverts, que ce soit à Villeneuve-d'Ascq ou partout en France, hein, mais notamment dans notre région Nord-Pas-de-Calais, où on a des pluies très azotées, qui font qu'on a, je rappelle, hein, plus le sol est fertile, moins vous aurez de diversité biologique. Donc là, on est parti sur des fauches de déseurophisation pour enlever l'excès d'azote qui nous tombe par la pollution atmosphérique. On a à peu près 100 kg d'azote qui nous tombe par la pluie sur la métropole lilloise, 100 kg d'azote par hectare et par an. Donc on fauche, on exporte et ça permet de récupérer une flore un peu plus diversifiée, des ophrys abeilles par exemple,
Mais bien évidemment, on fait aussi des semis avec le label végétal local. Là, sur les gros boulots de renaturation des cimetières, ça, c'est aussi quelque chose qui est lancé à Villeneuve-Basque. Mais à Lille, ça fait forcément quelques années. Ça comprend les prairies, les réseaux de mares, le bois mort, etc., etc. Une prairie sèche, là, sur un lit de cailloux, parce qu'un bon sol, c'est tout sauf une terre végétale, hein. Un bon sol, c'est un sol caillouteux, un sol argileux, un sol sableux, un sol humide, pour la biodiversité, voilà. Donc là, c'est semé sur du caillou, c'est sur du gorin. Et ce mélange de prairies-là, on le développe aussi sur les toitures végétalisées. Ça va être le cas notamment sur la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq. Ces prairies, elles sont gérées par fauche, mais aussi par pâturage. On a un marché de pastoralisme avec 200, un peu plus de 200 moutons, voilà, qui font les hauts de rempart. Qui dit biodiversité des arbres, qui dit forêt et bois, milieu boisé, dit bois mort. Si on veut restaurer la biodiversité, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une attention par rapport au bois mort. Donc, on crée des chandelles, on abat en tenant compte des cavités des espèces protégées qui s'y trouvent, hein, c'est la loi. On démonte en douceur les cavités quand on est obligé d'intervenir en plein hiver, on n'a pas le choix, donc on descend, si on n'a pas le choix d'un point de vue sécuritaire, on descend la cavité en douceur pour être sûr de ne pas tuer la colonie de Pipistrelle denatusus en pleine hibernation. Et en période d'élevage des chauves-souris, bon, bah là, on met des autres systèmes, des systèmes de bâches. Une fois que les jeunes sont capables de voler pour contraindre les chauves-souris en sortant le soir à ne plus revenir dans la cavité pour permettre à nos élagueurs d'intervenir. Enfin voilà, plein de modalités et on remploie ce bois mort, hein. On a une énorme part de la biodiversité liée au bois mort. Les insectes protégés, les coléoptères protégés de France sont essentiellement des coléoptères liés au bois mort. On le dira jamais assez. Alors, on peut faire des formes très contemporaines. On se sert du bois mort pour faire des abris à hérissons. À hérissons, musaraignes, crapauds, tritons alpestres. En fait, c'est 4 bottes de mètres cubes percées avec un passage en U et une petite chambre de 50 cm de côté, 30 cm de haut, dans lequel le hérisson va pouvoir va pouvoir mettre bas ou faire sa grosse boule de feuilles mortes pour hiberner à l'abri de la pluie, puisqu'il y a une bâche qui se trouve au-dessus de la chambre. Mais ça sert forcément à toute la faune et la fonge liée au bois mort. Forcément, des aménagements dans les clôtures pour permettre aux hérissons de passer. On en a fait beaucoup l'année dernière sur une Basque. Un réseau de mares sur l'île. Depuis longtemps, la carte est vraiment très très vieille, hein. C'est un bricolage que j'ai fait, mais c'est une vieille carte de 10 ans. Donc voilà, ça illustre un peu le réseau de mares qu'on a pu faire avec des mares, certaines faites en chantier Blongios, des mares assez petites en taille, mais très efficaces. Des autres beaucoup plus grosses, mais beaucoup moins nombreuses. L'intégration de la faune dans l'architecture, donc l'aménagement des comblés clochers d'église. Ici, c'est à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, malheureusement, ce n'est pas encore d'actualité. Mais j'espère bien y arriver. Donc aménagement chauve-souris, martinet, faucon pèlerin. Chouette et frais, c'est rare parce qu'on est assez peu, la ville est assez peu adaptée à cette espèce. Quand même une église aménagée pour l'instant. Mais aussi l'intégration dans les opérations immobilières nouvelles ou la réhabilitation. À droite, réhabilitation dans les parements Vauban avec l'accord des ABF. Avec l'accord des ABF en bas à droite, là, au fourrage avec une réhabilitation avec là ici des nichoirs à martinet. Et sur de la construction neuve, par exemple ici, ça pourrait être le même shelter, mais là je crois que c'est la mairie de quartier de Bois-Blanc. Nichoir à chauve-souris que vous voyez là, intégré dans la maçonnerie, mais il y a aussi sur le côté des nichoirs à martinet. Des nichoirs qui demandent peu d'entretien avec des espèces qui en ont bien besoin, mais qui ne nécessitent pas un suivi des nichoirs. Ça, c'est quand même important. Et forcément un tram noir, hein, on en a abondamment parlé. Donc là, ça s'illustre par le projet Luxiol, ici Luxiol 1, vive les fonds européens, 1,5 million d'euros, 1,2 million d'euros, financé à 70-80%, je ne me souviens plus, pour restaurer un début de tram noir. Hop là, pardon. Là, le principe qui a été bien dit, la chose principale, c'est de ne pas éclairer l'eau, hein, c'est interdit par la loi. Faut-il encore que la loi soit respectée? Donc là, vous voyez le système qui permet de circonscrire l'éclairage uniquement sur le chemin de halage. Délai d'embray qui n'impacte que très peu les insectes et un système de détection de présence avec extinction, gradation puis extinction selon une certaine heure. Donc c'est fait jusqu'à des ponts routiers. Donc voilà pour bon ça à gauche on a 5 couples de martin pêcheurs sur l'île, c'est faisait partie des premières espèces cibles sur lesquelles on a travaillé. Aujourd'hui, dans nos espèces cibles, il y a le castor, il n'est pas encore là, mais on y travaille. La couleuvre à collier, elle n'est pas encore là, mais elle est à nos portes. Donc voilà. Ça, c'est pour la ville de Lille. Voilà. Donc ma casquette d'élu Villeneuvois. Alors malheureusement, le diaporama a été fait à l'arrache. J'ai pas eu trop de soutien de mes collègues de Villeneuve-d'Ascq là-dessus.
Enfin, je parle des techniciens. Bon, donc j'ai bricolé ça vite fait. Lutte contre les îlots de chaleur, ben, on a un énorme travail fait sur les cours d'école où là, clairement, l'objectif, il est de 0 mm d'eau pluviale dans le réseau d'assainissement. Donc là, bon, là, vous avez sur une des 5 écoles sur lesquelles on est intervenu là, un caisson enterré d'infiltration. Bon, forcément, les solutions de pavage, le fait d'enlever l'enrobé pour recréer des espaces verts, des espaces qui veulent pouvoir accueillir une certaine biodiversité. Les zones, forcément, dans une cour d'école, c'est super contraint, forcément, avec les enfants. Donc, ça sous-entend de protéger les espaces verts. Bon, ça n'a pas encore été mis en place là sur la photo. Mais bon, forcément, on doit trouver le compromis entre les surfaces végétalisables et les surfaces ben, sur lesquelles les enfants peuvent s'ébattre. Donc là, le pavage joint sableux, c'est très très bien. C'est colonisé par les abeilles sabulicoles, d'ailleurs, on le voit, hein. Pas ici, c'est trop neuf, hein, mais je l'ai vu ailleurs. Ça permet à l'eau de s'infiltrer, voilà, tout simplement. Les essences de végétaux, c'est un mix entre espèces horticoles ayant un intérêt pour les insectes pollinisateurs et espèces indigènes. Ici, l'orme qu'on voit là, les arbres qu'on voit là, c'est des ormes. Là, je crois que la variété, c'était moi qui l'ai choisi, c'est Dodoens, une variété résistante à la graphiose, mais génétiquement, c'est un cultivar issu d'individus indigènes, donc favorable au cas de l'orme à plein d'espèces de chenilles. Je rappelle qu'une maison charbonnière, c'est 900 chenilles par jour. Donc, si on plante que des platanes et des gledithias, les oiseaux n'ont rien à manger. Donc, important d'intégrer la flore indigène. En plus, ces ormes-là sont des ormes de ripisylve. Ils ont une base d'ormes lisses. Et donc là, le fait qu'ils puissent recueillir les eaux pluviales en pied d'arbre, l'arbre peut avoir les pieds dans l'eau, ce n'est absolument pas un problème. On a une résistance aux canicules extraordinaire. Ça fait quelques années que j'en plante à Lille. Même planté tardivement en pleine période de printemps assez catastrophique, on a eu 0 mortalité. C'est vraiment une essence Nangen, Dodoens et compagnie. C'est vraiment des arbres que je conseille à toutes les collectivités. Même dans le sud de la France, puisque l'orme lisse est présent dans toutes les ripisylves du bassin rhodanien. On a la chance à Villeneuve d'être propriétaire de 77 hectares de terres agricoles. On cherche à en racheter à la métropole de Lille, qui est propriétaire, elle, de 200 hectares. Et donc, on dialogue, on dialogue avec nos éleveurs, nos agriculteurs, nos céréaliers. On est plutôt sur la polyculture élevage, bah, pour replanter notre bocage, recréer notre bocage. Là, on va cet hiver finir nos 2 premiers kilomètres, enfin 1,5 km, je crois, de mémoire. On a première raie, pardon, là, à droite. Donc, bon, voilà. Alors, une haie, c'est comme un boisement, c'est pas que des arbres. C'est des arbres, des arbustes, mais aussi des lianes et aussi des plantes grimpantes. Donc, on va jusqu'à mettre les plantes, un paillage biodégradable, ça c'est super important. Le paillage, il est important que les 2 premières années. Et on y intègre des espèces de flore forestière et de haies, type lamier jaune, petite pervenche, trèfle, euh, fraisier des bois, compagnon rouge, etc., etc. Des tas de bois des tas de bois creux pour les hérissons, qui se fait à Lille, etc. Oui, j'avais oublié. Bon, c'est pas dans le monde, j'en ai loupé une. Sur les écoles, on intègre aussi les plantes couvre-sol, les lianes pour ombrer les façades les plus exposées au soleil, exactement. Et notamment avec de la vigne, parce depuis plusieurs mandats, on travaille sur la ville nourricière. Donc forcément, dans les écoles, quand c'est bien exposé, on met des variétés de vignes, voilà, adaptées à notre territoire. On travaille aussi, comme sur l'île, sur un certain nombre d'espèces cibles. Et parmi ces espèces cibles, il y a bien évidemment, dans le cadre de ce concours Capitale française biodiversité sur arbres et forêts, bah forcément, on a illustré notre concours sur une des espèces cibles de Villeneuve d'Ascq, qui est une espèce liée au boisement, qui est l'écureuil roux. On a une petite population d'écureuils roux aussi sur Villeneuve d'Ascq, mais qui est très fragile. On a compté 5 écureuils écrasés sur Villeneuve d'Ascq en 2 ans. Donc, ça m'a forcé à agir rapidement. Enfin, mes collègues à agir rapidement. Donc, on a mis 7 écuroducs. Donc, en plus du travail sur les arbres nourriciers et toute la gestion écologique des espaces verts, le travail sur les arbres sénescents à cavité, sachant que c'est un problème à Villeneuve d'Ascq, qu'on a un patrimoine arboré très récent, c'est pas comme à Lille. Donc, on installe des nichoirs à écureuils. On est un peu contraint pour l'instant.
Mais voilà, on a intégré cet écuroduc et qui fonctionne. Parce que pour que ça fonctionne, c'est pareil, il y a des astuces. Si vous regardez l'arbre de gauche, ce que vous voyez se dessiner, c'est une mangeoire remplie de noisettes. Il y en a une de chaque côté normalement. Et ça permet de guider les écureuils sur le câble et du coup de les utiliser. Bon, ville nature et nourricière, forcément, des vergers, de la nage partout sur la commune, partout là où on peut. Alors bien évidemment, on a la chance d'héberger un super partenaire pour nous qui est le verger conservatoire Le Néric, et leur verger conservatoire du CRG, verger conservatoire avec ses 700 variétés de pommes et 400 de poires. Donc bon, un chouette partenaire pour planter partout en ville. Alors, des variétés régionales, bien évidemment, mais aussi des espèces adaptées au contexte climatique, au contexte urbain et au contexte climatique. Donc là, cet hiver, on fait une grosse campagne de plantation de vignes. Voilà, j'en ai fini. C'était assez rapide. Merci Johan, oui, en effet, tu as été dans l'efficacité. Merci à toi, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir des exemples aussi très concrets et surtout illustrés, ce qui est important pour pouvoir rentrer et se projeter sur la réalisation et la faisabilité d'actions en faveur de la biodiversité répondant aux problématiques que nous avons évoquées. Il y a eu plusieurs échanges dans le chat en parallèle, en effet, de ta présentation, Johan. Je vais peut-être me permettre, Florian, de te solliciter peut-être pour faire un retour sur certaines questions auxquelles tu as répondu en direct, pour voilà, faire un petit résumé et partageant à tous si tout le monde n'a pas suivi en détail les éléments d'échange du chat. Et surtout, je vous invite tous à aussi poser des questions à Johan à travers le chat pendant ce premier petit retour de Florian. Oui, donc la première question, c'était surtout sur les structures qui pouvaient accompagner les communes à réaliser donc les projets, notamment sur la désimperméabilisation des cours d'école. Donc il y a un certain nombre de structures qui ont déjà travaillé dessus. Il y a notamment donc les CAUE, il y a le CEREMA, mais pas que. Certaines communes ne sont pas forcément passées par les spécialistes. Ils avaient en régie des techniciens qui bénéficiaient des connaissances suffisantes. Je pense que notamment Villeneuve-d'Ascq, Johan pourra en parler. Ils ont travaillé sur la désimperméabilisation de cours d'école, et il l'a fait aussi en accompagnant en tant qu'écologue la ville de Lille. Je me trompe pas, hein, Johan? Oui, oui, un peu moins, malheureusement, un tout petit peu moins. J'étais un peu moins sollicité dans le dossier des cours d'école de Lille, malheureusement. Mais par contre, je joue à plein mon rôle d'élu sur celle de Villeneuve-d'Ascq, comme ça l'a montré sur le diaporama. Donc voilà. Et donc c'est important aussi de pas hésiter à solliciter les communes qui ont déjà travaillé dessus, parce que ben, ça permet autant d'avoir des sources d'inspiration sur comment faire ces projets-là. Et il y a aussi un certain nombre de ressources documentaires aussi qui permettent de ne pas louper, de ne pas rater certaines étapes, en fait, hein, c'est assez important. L'autre question, c'était les aides qui étaient possibles pour tout ce qui était donc renaturé donc en ville. C'était bien que je sais pas la question. Oui, Effectivement, il y a le c'était fonds vert, il y a le fonds vert, hein, notamment, qui est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement. Donc j'ai vu qu'il y avait une réponse très précise qui a été faite par Estelle Chevillard de l'Agence de l'eau. Donc je vous renvoie vers Estelle notamment, et puis l'Agence de l'eau. Elle pourra très bien vous expliquer comment ça se passe pour le fonds vert. Certains projets peuvent aussi bénéficier d'aides européennes. Je sais que certains dispositifs de désimperméabilisation pour d'école ont pu bénéficier du FEDER, je crois. Donc, bien se renseigner aussi sur ces aides-là. Il y a des possibilités aussi. Et des fois, il y a aussi les appels à manifestation d'intérêt divers et variés. Donc, ils peuvent être locaux ou ils peuvent être nationaux. Donc, bien suivre ça au niveau des sites du ministère ou même de la Réal. Et enfin, Alors, attends, Florian, je me permets, je vais vas-y, essayer de passer la parole à Marie Pradel de la région vas-y, je te laisse qui faire. sollicite une intervention. Mhm. Euh, Mer-
Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? J'entends très bien, Marie. Bon, effectivement, je suis chargée de mission à la direction de l'eau et de la biodiversité de la région et plus particulièrement dans le service connaissance et éco-citoyenneté. Je voulais juste rebondir, sur cette intervention pour préciser que, en ce qui concerne les lycées, nous avons, un dispositif, sur la renaturation des espaces extérieurs qui s'appelle Génération Plus Lycée Nature, dont je suis en charge et nous avons aussi expérimenté sur quelques établissements des opérations de désimperméabilisation. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez, dans vos territoires, des lycées ou si vous voulez en savoir plus sur, les réalisations ou comment on accompagne, ce type de projet. Voilà, je voulais juste, témoigner sur cette partie-là. Voilà. Merci Mareille, sachant que donc ça faisait partie d'éléments que je voulais vous évoquer là dans le troisième temps du webinaire, mais certains aussi l'ont évoqué dans le chat. Il y a en effet une plateforme au niveau régional, vous retrouverez le lien dans les diapos du webinaire, qui renvoie vers sur le dispositif aide, donc la plateforme Aide Territoire. Donc, en effet, il semblerait qu'il y ait un souci technique, parce que quand on clique là sur la plateforme aujourd'hui, on arrive sur un message d'erreur, donc on fera remonter nous l'information, mais normalement, ce site permet de référencer, de vous donner davantage de visibilité sur tous les dispositifs financiers existants déposés. C'est vrai qu'il y a quand même entre guillemets bémol, déposé sur la plateforme. L'idée aussi, c'est de vous renvoyer vers les sites. Donc, Marie vient de l'évoquer au niveau de la région. La région a une plateforme également où vous pouvez retrouver tous les dispositifs d'aide dont les collectivités peuvent bénéficier. Donc, ça aussi, on vous aurez le lien Internet dans la présentation. Et enfin, un autre partenaire aussi assez majeur sur le sujet, donc c'est l'agence de l'eau Artois-Picardie, où il y a également un onglet appel à projet sur leur site, sur lequel vous pourrez voir s'il y a à l'heure actuelle en effet des dispositifs mobilisables. Il se trouve que sur ce sujet cours d'école, il y a un dispositif, un appel à projet là qui est disponible depuis maintenant là, tout récemment, fin octobre, alors je me permets de prendre l'intitulé, euh, donc qui s'appelle Ville sobre et perméable. Donc voici voilà, quelques éléments complémentaires sur ce volet pour les financements. Il y avait aussi une question plus à ton attention, Johan, sur un rappel sur l'essence que tu as cité d'arbres. Oui. En effet, En fait, par rapport au... Alors forcément, hein, on n'est pas à Marseille. À Marseille, ce serait le chêne vert, c'est super riche par biodiversité, mais sur le pourtour méditerranéen, ici, des années plus vite comme là, tout meurt de toute façon. Non, nous, il faut forcément taper sur des espèces qui poussent ici depuis les dernières glaciations, entre guillemets. Et en termes de record de biodiversité, si on les prend dans l'ordre, c'est les chênes. Donc le chêne pubescent, c'est un truc qui est plus méridional, mais nous on le teste. Et génétiquement, il est proche de nos chênes à nous. Faut-il que le sol soit assez drainant. Donc des fois, sur certains sols urbains, ça peut être bien. Sinon, tout simplement, on utilise le chêne sessile. Ensuite, le sol blanc, c'est le record. On a plus de 560 espèces d'insectes sur le sol blanc. Et il est particulièrement intéressant aussi pour les noues. Dès qu'on est sur des noues d'infiltration, des zones avec énormément d'eau, ben voilà, c'est très bien. Et après, les herbes dont j'avais illustré là, ce sont les ormes, et donc des ormes résistants, des ormes d'origine européenne, mais ce sont des cultivars sélectionnés, des croisements, des cultivars sélectionnés pour la résistance à la graphiose. Et donc là, c'est l'orme lutèce, l'orme dodoens, Dodoens, et l'orme, alors c'est du hollandais, je suis désolé, plantivne, Plantjn, Plantjn. Donc ces trois variétés d'ormes sont particulièrement résistantes, aussi bien en orme de... Nous, on s'en sert beaucoup pour la pollution lumineuse, parce que c'est des arbres qui rejettent de souches. Donc, comme le peuplier tremble, par exemple. Donc nous, on s'en sert... Enfin, c'est des arbres qui drageonnent, pardon, pas qui rejettent de souches, qui drageonnent. Et donc nous, on s'en sert pour lutter contre la pollution lumineuse, pour faire des masques. Mais en arbre urbain, ils sont aussi très très utiles, même en alignement, hein. Il y a plein de communes qui l'ont fait, à Lille, on l'a fait aussi. Ronchin l'a fait aussi.
mais avec une variété un peu plus sensible malheureusement. Euh, et c'est des arbres qui peuvent servir pour les nous parce qu'ils sont très résistants, comme je vous le disais, à des temps d'immersion. Donc pour les nous, c'est très bien. Ils sont aussi très résistants à la chaleur, à la sécheresse. C'est un peu un arbre passe-partout. La vigne d'Aspe, on en replante beaucoup, notamment en contexte rural, parce qu'on s'en sert on renouvelle notre patrimoine d'arbres têtards. On a un des plus gros vieils arbres, des plus gros arbres têtards de la métropole, je pense, hein, qui appartient à la Melle, sur le bord du lac. Donc, on replante beaucoup d'arbres têtards, mais pas que du saule. Et notamment, on utilise les ormes. Sachant que les arbres têtards vont nous servir d'un point de vue agricole pour produire du BRF, notamment pour notre maraîcher bio qui est sur nos terrains. Donc voilà pour les arbres, mais n'en déplaise aux gens allergiques, le bouleau est aussi une espèce particulièrement intéressante avec sa biodiversité spécifique. Donc, on continue de planter des bouleaux, on fait gaffe où et la quantité, mais voilà. Voilà un peu les arbres têtes de lys en termes de biodiversité. Aussi, de ce fait, une question peut-être te concernant plus en élément de réponse, Johan, avant peut-être de repasser aussi la parole à Florian sur les questions du chat. Il y a une question sur les vergers de glanage. Comment vous valorisez les récoltes? Alors, que ce soit à Lille ou que ce soit à Villeneuve d'Ascq, on valorise rien du tout dans le sens où c'est vraiment des vergers de glanage. Les gens viennent et se servent. Alors, au verger d'Arbois, à côté de mon bureau, les gens sont pas censés repartir avec un caddie, c'est censé profiter à tout le monde. Et là, on est sur du bastige en espalier, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu le pillage. Moi, je suis plutôt un fervent en espace public défenseur de la plantation de fruitiers enfin, pour les arbres, pour les pommiers, les poiriers de fruitiers aux tiges. Ça permet de laisser un peu chance aux fruits de mûrir. Mais voilà, c'est vraiment de la libre cueillette, que ce soit les immenses linéaires de groseilliers, cassissiers, que les pommiers et compagnie, hein. Il y a pas, le CRG, c'est encore autre chose. Enfin, eux, ils gèrent eux-mêmes et c'est une autre stratégie. C'est pas accessible au public que pour ce qui est du CRG, contrairement au verger de glanage de municipaux. Et de ce fait, tu as aussi été évoqué dans le chat comment inciter les habitants à s'approprier ces espaces, ces lieux. Quels outils vous avez pu déployer, que ce soit à Lille ou à Villeneuve? S'approprier, c'est vaste question. Ben, Peut-être en termes de communication ou d'animation, ce genre de choses. oui, ben oui, les communications, ben là, Villeneuve d'Ascq, j'ai plus de recul sur Villeneuve d'Ascq, malgré tout, du coup, là. Parce que forcément, on communique pas mal dans la gazette de la commune, la tribune. On essaie de faire une page environnement, c'est que je suis moins ce qui est écrit sur les choses de Lille. Il y a à Lille, il y a des panneaux pédagogiques pour déjà, ben, pour faire accepter, il faut que les gens comprennent, et notamment avec des anecdotes. C'est sûr que le fait d'avoir mis des panneaux sur le bois mort, sur les arbres pétards, sur les mares, etc., ça permet aux gens de comprendre l'utilité. Et c'est souvent en apprenant les choses, des anecdotes qui leur plaisent, qui les font un peu, qui les surprennent, qui les font rire, qu'on crée un attachement à autre chose. Moi, pour l'anecdote, hein, j'avais un couple de personnages à la citadelle qui me disaient, oui, c'est quoi ces grandes mauvaises herbes là? Il faudrait quand même essayer de lutter contre. Ces personnes parlaient de la roselière, parlaient des roseaux. Et bien à tomber, il y avait une rousserolle effarvatte qui chantait juste devant nous. Donc, je leur ai fait écouter la rousserolle, je leur ai expliqué l'histoire des roseaux à Lille et pourquoi, etc. Et c'était devenu les fervents défenseurs de la roselière. J'ai eu le même cas de figure sur le bois mort, un gars qui ne comprenait pas pourquoi on laissait plein de troncs morts debout, etc., etc. Et en 3 phrases, c'était réglé. Et le mec, surtout, il surtout pas les enlever. Donc, c'est vraiment une appropriation, ça passe par la sensibilisation. Après, forcément, quand il y a en plus un usage, forcément, ça aide. Là, en ce moment, on fait des énormes frayères, des aménagements pour les poissons, pour certains types de poissons, et forcément, bon, des frayères à brocher, par exemple. Donc, forcément, ça, les pêcheurs, ils comprennent leur intérêt, et voilà, quoi. Comme la personne qui veut faire les ronciers sont appréciés, pas pour les oiseaux qui sont dessus, mais plus pour la tarte à la mûre qui suit derrière. Voilà, ça passe par ça. Oui, c'est un jeu de communication, de sensibilisation de ces espaces. Ça peut être aussi à l'occasion d'une activité, d'une balade ou ce genre de choses, où il peut être intéressant de tester Ouais, un des petit sorties. détour par le petit verger et de communiquer, de le faire connaître. Ouais, ouais, L'idéal aussi des retours d'expérience qu'on a, c'est d'éviter d'y aller l'année de la plantation où les fruits, le verger ne produit pas encore, ouais. d'accepter, d'attendre en effet que ceci pousse, se développe et de davantage communiquer à partir du moment où
en effet, les gens peuvent réellement venir cueillir et récolter des fruits. Et Euh, l'autre, juste pour compléter en une phrase, après, ça passe, c'est vraiment intéressant l'idée des espèces cibles, où on a des choses qui intéressent pas le public, parce que c'est des espèces menacées ou patrimoniales, mais bon, hein, telle espèce d'insectes, etc. Mais on a aussi des espèces un peu emblématiques. Donc forcément, l'écureuil, il y a un gage de sympathie. Forcément, le hérisson, il y a un gage de sympathie. Le laireau aussi, enfin, quand il vient pas chatouiller la laine de verre. Euh, et ça passe notamment par des sorties pédagogiques, proposer aux habitants des sorties guidées, des visites guidées, et les chantiers nature, alors qu'ils sont là plutôt faits, hormis les plantations de haies sur une dasque, c'est plutôt sur la ville de Lille là pour l'instant. Mais les 500 bénévoles que j'encadre par an, il y en a une bonne moitié qui sont des gens qui viennent sur leur loisir le samedi pour donner un coup de pouce et apprendre des choses, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super, super intéressant. Merci Johan. N'hésitez pas, donc, comme nous l'a donc Johan va devoir nous quitter un petit peu plus tôt. Il ne pourra pas rester jusqu'au bout du webinaire. Donc il reste une petite dizaine de minutes pour que vous puissiez le solliciter en termes de questions. Donc n'hésitez pas dans le chat. Peut-être aussi revenir sur une question qui a été posée, Florian, sur y a-t-il d'autres projets que les imperméabilisations des cours d'école pour favoriser la biodiversité en ville? Donc tu en as donné des exemples. Euh, donc, je te laisse peut-être voilà, faire un micro résumé de ce que tu nous as mis par le chat. En fait, ça va se passer à différentes échelles, c'est-à-dire que on va avoir l'échelle globale de la commune ou de l'intercommunauté qui va en fait passer par les documents d'urbanisme et donc on va avoir que ce soit le SCOT ou le PLU qui vont être des très bons outils pour introduire la biodiversité dans les agglomérations. Donc que ce soit via le règlement avec certaines dispositions qui seront écrites pour les nouvelles zones à aménager, que ce soit avec des OAP, que ce soit donc il existe les textes pour faire les choses, il suffit juste de les voter entre guillemets. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est quand on va arriver sur des échelles un peu plus locales, sur du quartier, sur de l'intérieur de communes. Donc là, effectivement, on va pouvoir donc désartificialiser certains espaces publics, notamment donc les cours d'école, mais pas que. Il y a tout ce qui est parking aussi. Les parkings, on peut les désimperméabiliser aussi. On peut les arborer. On peut donc aussi générer des opérations qui vont mettre à contribution le particulier. Je pensais notamment aux opérations Verdissons nos murs qui permettent aux particuliers qui le souhaitent de pouvoir planter des buissons, des arbustes au pied de leur mur de maison avec autorisation de leur commune dans les communes qui organisent ce type d'opération. On va avoir des plantations, donc toujours avec des essences locales et adaptées au climat, qui sont faisables. Alors, dans ces cas-là, essayez aussi un maximum de cohérence avec les schémas de trame verte et bleue, parce que si vous plantez là où ça n'a pas forcément de sens, forcément c'est un peu plus compliqué. Donc essayez d'avoir une cohérence avec l'ensemble de ce qui existe aussi. Euh, et puis, comme ça a été très bien montré dans la présentation de Johan, les plantations, elles vont attirer un certain nombre d'habitants et ces habitants, leur offrir le gîte et le couvert, du coup, c'est intéressant. Donc, mettre des nichoirs sur des espèces qu'on sait potentiellement là ou qui sont là dans les environs, ça va être intéressant. Mettre tout ce qui est nichoir à chauve-souris, nichoir à hirondelle s'il y en a, nichoir à martinet, donc les nichoirs à écureuil. Donc, Johan l'a bien montré, ça marche très bien. Ils ont mis les nichoirs à écureuil avec les écuroducs et la population d'écureuils vit très bien. Donc, il y a vraiment de multiples leviers. Le tout, c'est effectivement, dans un premier temps, de regarder ce qu'il y a sur sa commune et autour de sa commune pour voir un peu les potentialités et sur quels axes travailler, quoi. Et puis oui, ne pas oublier du coup tout ce qui est effectivement trame noire, parce que la lutte contre la pollution lumineuse ramène un grand lot de biodiversité. Alors certes, on la voit pas parce que la nuit, forcément, on est chez nous au chaud, occupé de dormir normalement. Mais comme je le disais, il y a quand même un grand nombre d'espèces qui vivent la nuit. Et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas importantes. Et du coup, lutter contre la pollution lumineuse,
va contribuer aussi à ramener cette biodiversité-là. Voilà. Merci Florian pour ces compléments. Ce que je vous propose pour pouvoir respecter le timing, c'est peut-être de passer à notre troisième temps de ce webinaire. J'en profite, Johan, pour te remercier. Et donc, pour ce troisième temps, donc, comme toujours, petite manip. Hop. Donc l'idée, c'est de vous évoquer des dispositifs qui permettent de contribuer à ce passage aussi à l'action et à rentrer dans le concret. Donc voilà, un chiffre clé qui, pour rappel, qui est que 86% des Français, donc c'est issu d'une étude d'il y a maintenant peut-être quand même de bonnes années, considèrent qu'il est encore temps d'agir pour préserver la biodiversité et que ces actions, bah, c'est l'affaire de tous. Aussi bien les collectivités, les entreprises, les associations, les fédérations que les particuliers. Et face à ces constats qu'on a évoqués, face à cette aussi envie et volonté de vouloir agir, au niveau national, un dispositif a été mis en place qui s'appelle les Engagés pour la nature, donc initié par le ministère de la Transition écologique et Région de France, et qui est coordonné par l'Office français de la biodiversité. Il a vocation principale, les trois grands axes, c'est de faire émerger des engagements volontaires en faveur de la biodiversité, de reconnaître des plans d'action et de leur donner de la visibilité, ainsi qu'animer des communautés d'acteurs et de pratiques pour contribuer au partage d'expériences. Ce dispositif se décompose en trois volets. Un volet à l'attention des entreprises, un volet à l'attention des partenaires, des acteurs des territoires, et un volet à l'attention des collectivités territoriales, pour lequel, en effet, nous souhaitons faire un focus aujourd'hui, sachant que celui-ci est donc piloté et animé au niveau régional. Donc pour nous, en Hauts-de-France, le dispositif est porté par la DREAL, l'Office français de la biodiversité, la région et les agences de l'eau Artois-Picardie et Seine-Normandie. Son animation se fait dans le cadre de l'Agence régionale de la biodiversité via une mission confiée à l'Union régionale des CPIE. De manière un petit peu plus concrète, quels sont les objectifs et cibles de ce dispositif qui est Territoire engagé pour la nature? Donc, celui-ci s'adresse bien à toutes les communes et intercommunalités, quelle que soit leur taille, leurs moyens et les actions déjà réalisées ou pas. On est bien sur une idée de chercher à faire rentrer, à appuyer des collectivités qui soient aussi bien débutantes que, on va dire, convaincues, expertes, déjà engagées depuis de nombreuses années. L'idée de ce dispositif, c'est de contribuer, donc comme je vous le disais là juste avant, à faire émerger, reconnaître et valoriser des projets, mais à pouvoir aussi apporter un appui à la collectivité pour construire soit une stratégie, soit au moins un programme d'action, l'aider à formaliser voilà, un procédé, une feuille de route pour les années à venir pour agir en faveur de la biodiversité. Le but, c'est donc de ne mobiliser, mais de pouvoir accompagner les collectivités dans leur réflexion, donc à travers la possibilité d'avoir des temps d'échange avec elles pour les aider soit à affiner une action, soit pouvoir leur apporter des conseils sur des partenariats. Et surtout, l'un des points forts et l'un des éléments vraiment attendus à travers ce dispositif, c'est de pouvoir avoir une approche transversale. Comme on a pu le voir aujourd'hui, ce sujet de la biodiversité n'est plus que le fait peut-être du service environnement ou espace vert, mais doit aussi avoir une portée transversale au sein des différentes compétences et services de la collectivité, que ce soit le service aménagement, le service peut-être développement économique en lien avec les actions liées aux zones d'activité ou les entreprises, que aussi le volet tourisme. L'idée, voilà, c'est d'avoir ces sujets qui imprègnent chaque domaine de vos compétences.
Et également, deuxième point fort et important du dispositif, c'est de rentrer dans ce principe de démarche d'amélioration. D'où l'idée que toute collectivité peut rentrer dans le dispositif, qu'elle ait ou pas déjà initié des choses, puisque ce qui est attendu, c'est bien de se projeter dans l'établissement d'un programme d'action à 3 ans, dans l'idée de faire mieux demain que ce que la collectivité faisait jusqu'à présent. Donc ça peut être des premiers pas, comme ça peut être voilà, comment consolider, chercher à tendre vers de l'exemplarité. Le panel d'actions peut être large. Aujourd'hui, on est à peu près à 492 collectivités au niveau national et 19 collectivités pour les Hauts-de-France. Collectivités de toute taille, hein, des communautés d'agglo, des communautés de communes, plutôt urbaines, plutôt très rurales, des petites villes, des très grosses villes comme Lille, et également des petits villages comme Resson-le-Long, qui est justement aussi présent parmi nous aujourd'hui. L'intérêt d'aller vers ce dispositif, c'est, comme je vous le disais, de pouvoir être accompagné pour formaliser un programme d'action, une stratégie, à travers des échanges. Il y a un temps qui vous est dédié pour vous appuyer dans vos réflexions. De rejoindre ce qu'on appelle le club des engagés, c'est-à-dire d'organiser au cours de l'année 2 à 3 temps de partage entre les différentes collectivités reconnues sous différentes formes, soit des visites de terrain, soit des formes en distanciel webinaires quand les sujets peuvent s'y prêter. L'idée à chaque fois étant de contribuer à ce partage, à ce retour d'expérience entre pairs. De bénéficier également d'une valorisation nationale, régionale et également locale à travers la mise à disposition d'un kit de communication et aussi de pouvoir faciliter la formalisation de plans de financement. Il n'y a pas de financement direct dans le cadre de ce dispositif, mais comme vous avez pu le voir, les porteurs et le collectif régional qui va instruire et valider les dossiers retenus, on a de nombreux financeurs en région, et donc l'idée c'est de pouvoir aussi avoir un regard bienveillant sur les dossiers qui seront déposés pour des collectivités reconnues territoires engagés pour la nature et donc programme d'action, dont le projet pour lequel il y a une demande de financement correspond et est en lien avec ce programme d'action territoire engagé pour la nature. Comment faire pour être reconnu? Et pour cela, il faut déposer un dossier qui, on va dire, se compose de 2 parties. Une partie qui a plutôt vocation à vous aider à faire un état des lieux de vos pratiques actuelles en faveur de la biodiversité, ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous n'avez peut-être pas encore du tout traité, investi, ou des choses qui ont pu être faites, mais qui vous semblent nécessiter une amélioration ou une massification. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi ce dossier, il a aussi ce rôle un peu d'outil d'aide à la décision pour vous permettre d'identifier certains champs et axes de travail. Et à l'issue donc de ce questionnaire, il est attendu que vous rédigiez des fiches actions. Donc des fiches actions qui doivent courir en effet, dans l'idéal, sur les 3 ans qui suivent le dépôt de votre dossier, pour concrétiser des engagements en faveur de la biodiversité. Ces fiches actions doivent répondre à, on va dire, 6 critères que regardera le jury, à savoir donc le critère donc, impliquant et transversal, ce que je vous évoquais, hein, le fait de mobiliser différents domaines de compétences et donc différents services au sein de la collectivité. Alors, je parle de services quand on est sur des interco. Après, au niveau de collectivités plus petites, ça peut être à l'échelle aussi soit du personnel, mais aussi à travers soit les bénévoles qu'il peut y avoir dans le village ou des associations du village. Aussi le côté partenarial, de ne pas hésiter à aller chercher, à aller s'appuyer sur des acteurs en territoire ou au niveau départemental et régional. Concernant la proportion, donc le critère aussi de proportionnalité et on va dire la notion d'atteignable de faisabilité, ce qui est attendu, c'est que la fiche action et les budgets, les moyens alloués à ce projet soient en effet proportionnés aux capacités de la collectivité. On ne regardera pas de la même manière un projet de verger quand c'est en effet une très grosse agglo qui va le proposer ou une petite commune.
Le critère de mesurable, la capacité à pouvoir en effet suivre et évaluer à travers la proposition d'indicateurs. La possibilité d'avoir cette démarche aussi de révision, on est de nouveau dans ce principe d'amélioration, d'évaluation. Alors, ça peut sembler évident, mais ça fait quand même partie des critères, d'avoir un impact direct ou indirect sur la biodiversité. Et enfin, un critère d'additionnalité qui est lié au fait de faire davantage que ce qui était déjà fait, mais aussi d'aller au-delà de la réglementation. Quand, par exemple, concernant le zéro phyto, inscrire une action comme quoi on passe au zéro phyto aujourd'hui, voilà, ça ne sera pas reconnu comme tel. Ce qui ne rentre pas aussi dans un programme d'action pour territoire engagé pour la nature, ça serait une mesure compensatoire, puisque là, la collectivité est dans l'obligation de respecter sa mesure compensatoire. Quelques idées, en effet, d'action, de projets que l'on peut retrouver dans les dossiers de candidature et dans ce que mènent à l'heure actuelle les collectivités reconnues. Donc, organisé en 4 grands axes, puisque ce sont les 4 axes que vous trouverez à l'heure actuelle donc, dans le formulaire. Donc, un premier volet qui concerne tout le champ de l'amélioration des connaissances, en partant du principe qu'on aura une action meilleure et davantage d'impact si on a une bonne connaissance des enjeux et de la biodiversité présente sur son territoire. Donc pour cet axe, on peut retrouver comme exemple d'action la mise en place d'un atlas de la biodiversité communale ou la mise en place d'un programme d'inventaire participatif. Ça peut être aussi un diagnostic à l'échelle d'un site pour des collectivités qui seront peut-être un petit peu plus débutantes ou alors qui ont déjà eu une approche un peu globale et qui souhaitent faire des focus sur certains espaces pour améliorer leurs pratiques. Également aussi des inventaires thématiques, par exemple, sur l'enjeu des espèces exotiques envahissantes. Le second axe de travail, de réflexion qui est attendu concerne la restauration des milieux naturels et des actions en faveur de la biodiversité, comme donc, à la suite d'un état des lieux, tout ce qui peut être du ressort d'une mise en place d'un programme de lutte et donc les actions de gestion des espèces exotiques envahissantes. La mise en place d'actions de maintien d'espaces de jardin dans les villages, dans le sens essayer de garder des espaces en effet de respiration et d'avoir une gestion naturelle de ces sites, même s'ils ont cette vocation soit, on va dire, de potagère, mais d'avoir une plus-value biodiversité au sein de ces sites. La préservation de la restauration de milieux humides, ça peut être l'échelle d'une mare, comme ça peut être à l'échelle d'un marais communal, comme ça peut être à l'échelle d'un ensemble de différents sites au sein d'une fond de vallée, selon la taille, en effet, du territoire d'une collectivité. La renaturation de friches, ou aussi, donc là, il y a eu pas mal d'exemples de cités par Johan, tout ce qui peut être les aménagements en faveur de la biodiversité, à l'attention soit des chiroptères, des rapaces nocturnes, les échiroducts. Voilà, le panel peut être assez conséquent. L'idée, c'est d'être toujours sur, bien sûr, des actions qui vont être liées à cet état de la connaissance du territoire. Enfin, les actions liées au volet aménagement-gestion du territoire. Donc, on va retrouver ici, on peut en tout cas retrouver les sujets que nous avons évoqués avec Florian concernant la désimperméabilisation et la requalification d'espaces urbains, mais sont aussi bien concernés les villes et les villages sur ces sujets-là. La réouverture de chemins, la préservation de chemins ancestraux, de creuses, tous ces éléments qui ont pu peut-être être un peu délaissés ou en tout cas qui aujourd'hui sont soumis à certaines pressions, mais qui ont une plus-value, un enjeu sur la connexion aussi des réseaux écologiques et son support d'accueil de la biodiversité. L'intégration d'essences indigènes favorables aux pollinisateurs et de variétés fruitières anciennes dans les projets d'aménagement, ça fait le lien avec des exemples donnés par Florian et Johan précédemment, de rentrer dans des démarches aussi plus qualitatives de certains projets d'aménagement, d'aller au-delà d'un simple verdissement ou d'une simple intégration paysagère, mais d'avoir une réelle réflexion sur le choix des essences et de la conception des projets de plantation. Les actions
excusez-moi, liées à la trame noire et à la pollution lumineuse, peuvent rentrer dans cet axe aménagement et gestion du territoire. Et également tout ce qui peut, on a plusieurs collectivités de plus en plus qui présentent ce type de projet, actions en lien avec soit leur zone d'activité ou avec les entreprises de leur territoire, en considérant qu'en effet, ce sont soit des espaces ou des cibles à aller chercher pour amplifier cette action en faveur de la biodiversité. Et enfin, le quatrième axe qui concerne les actions d'éducation et de sensibilisation à l'attention de tous les publics. Ça peut être aussi de la montée en compétences, donc toujours dans cette idée de transversalité au sein de la collectivité, donc d'élus, d'agents du territoire. La mise en place, par exemple, de conseils locaux de la biodiversité, des programmes pédagogiques à l'intention d'une école ou de différentes écoles du territoire en fonction de la taille de la collectivité, la création de parcours pédagogiques, de sentiers botaniques ou de jardins pédagogiques. Voilà, l'idée c'était de vous donner un petit panel d'exemples d'actions que l'on peut retrouver lors des dépôts de dossiers et dans aujourd'hui ce que mènent les collectivités reconnues territoires engagés pour la nature. Comment candidater? Donc, tout d'abord, vous pouvez, à travers cette adresse mail, me solliciter pour avoir des renseignements complémentaires. C'est sur cette même adresse que se fait aussi les dépôts de dossiers. Donc, il faut savoir qu'on a une session qui est en cours jusqu'au 15 janvier 2024. Vous trouverez les éléments et dossiers de candidature donc, sur la plateforme nationale et pour la plage Hauts-de-France. Donc, vous avez le lien là à l'écran et que vous trouverez dans la présentation. Sur ce même site, vous trouverez un petit document qui sert un petit peu de tutoriel pour vous aider justement à compléter le dossier en vous expliquant le principe un peu des cases à cocher. Au niveau du formulaire, vous trouverez un système de double cases, des cases noires et des cases oranges. Les cases noires, c'est plutôt pour dire que vous avez déjà fait des choses sur le sujet, et les cases oranges, comme quoi vous souhaiterez soit initier ou améliorer des choses. C'est à travers ces cases-là qu'on trouvera et qu'on verra aussi la cohérence avec les actions qui seront proposées dans la seconde partie du formulaire. Vous allez retrouver ce qu'on appelle la notion aussi un peu de critères essentiels. Ce sont des items, des thématiques pour lesquelles, en fonction justement de l'état d'avancement de la collectivité, il sera attendu un minimum d'engagement sur ce sujet. Donc, si vous avez peu de cases de cocher sur ces thématiques critères essentiels, c'est là où le jury attendra en effet de voir des propositions d'action sur ces sujets dans le programme d'action. Enfin, les fameuses fiches actions à compléter. Donc, là, l'idée, c'est que chaque case permette en effet de pouvoir évaluer ces fameux 6 critères que je vous citais précédemment. Et on est bien sur des actions qui sont à mener dans les 3 ans, pas des actions déjà réalisées. Si ce sont des actions qui sont dans la poursuite de quelque chose qui a déjà été fait, ce qui sera attendu, c'est d'avoir des éléments de contexte en quoi cette action que vous allez poursuivre demain pendant une certaine période, quels sont les points d'amélioration, ou est-ce que c'est une action qui sera peut-être massifiée, qui a été plutôt menée d'une manière expérimentale à l'échelle d'un site ou d'une commune, et là il y a la volonté de le proposer à l'ensemble des communes ou sur plusieurs sites du territoire. Autre info dans le cadre aussi de points d'actualité en Hauts-de-France. Donc là, je sors de cette thématique territoire engagé pour la nature. Vous parlez aussi de la création, en ce début d'année 2023, de l'Agence régionale de la biodiversité des Hauts-de-France, qui est un outil partenarial à vocation de servir et d'amplifier les actions en faveur de la biodiversité. Et je m'excuse, je m'aperçois d'un petit bug. 4 objectifs concernent donc, la création de cette agence. Tout d'abord, pouvoir fédérer, valoriser les différentes compétences mobilisables en région à travers une organisation partenariale de celle-ci. Contribuer à l'amélioration de la connaissance et de l'observation. On retrouve au sein de l'agence régionale l'Observatoire régional de la biodiversité, mais également d'autres outils.
On avait eu un temps de présentation de ceci en juin dernier, dans le cadre d'un précédent webinaire que vous pouvez aussi retrouver sur la plateforme, sur la page régionale de la plateforme nationale Territoire engagé pour la nature. Également, favoriser le passage à l'action à travers la possibilité, la mise à disposition aussi, l'accompagnement d'ingénierie à destination des territoires rentre dans cet objectif le dispositif dont je viens de vous parler. Et également mener des actions de communication auprès des acteurs. Donc ça fait partie. Il y a justement un événement là en décembre sur le volet connaissances et le webinaire auquel vous participez rentre dans ces actions aussi de communication. 5 principales missions pour cette agence régionale de la biodiversité. Donc, en lien avec cet enjeu de la connaissance, tout le volet acquisition et valorisation de la connaissance et comment la rendre aussi accessible à travers l'ORB et le SINP régional. L'animation de réseaux d'acteurs, notamment le réseau des gestionnaires de la nature et des espaces. Également une mission qui concerne le développement et de l'expertise d'outils pour accompagner les territoires dans la mise en place de projets et d'actions. Le volet communication donc ça c'est des choses qui vont se mettre en place progressivement, bien sûr. On est sur une jeune, agence régionale de la biodiversité, mais à terme, l'idée c'est d'avoir des outils de communication, de formation, d'éducation et de sensibilisation et de mobilisation à l'intention de l'ensemble des acteurs, que ce soit collectivités, particuliers en Hauts-de-France. Il y a déjà des choses existantes, je vous l'évoquerai là après, à travers un outil qui est déjà existant, qui est le site du patrimoine naturel des Hauts-de-France. Vous allez retrouver différents outils de sensibilisation, tout ce qui concerne aussi les sciences participatives disponibles en région. Et également, l'enjeu et les missions de l'ARB concernent la définition et la mise en œuvre de cadres stratégiques pour favoriser l'action en faveur de la biodiversité. Un des exemples qui peut être cité, c'est la mise en place en effet de la stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en Hauts-de-France et portée par le Conservatoire des espaces naturels. Autre élément d'info, donc vous pourrez retrouver sur la plateforme nationale Territoire engagé pour la nature une série d'épisodes audio sous forme de podcast avec le témoignage de plusieurs collectivités engagées sur territoire et chaque podcast a une thématique un peu plus ciblée. Différentes infos via cette plateforme nationale, donc je vous ai remis le lien là et je vous invite à le parcourir. Et enfin, donc le lien vers ce site que je vous citais au niveau régional, le site du patrimoine naturel des Hauts-de-France. Et donc, on l'a évoqué précédemment, vous retrouverez le lien donc, sur cette plateforme qui centralise différentes aides disponibles en région pour ce volet biodiversité, qui pour l'instant, donc un souci technique, et on va faire remonter cette information. Le site de la région, aide en ligne @hautdefrance.fr et également donc, le site de l'agence au-artois-picardie.fr à aller vers l'onglet Appel à projet. Une dernière information qui concerne le dispositif Capitale française de la biodiversité. Donc l'édition 2024 vient d'être ouverte. Ce dispositif est à l'attention de toutes les communes, communautés de communes, communautés urbaines, agglomérations et métropoles françaises. La thématique de cette année porte sur la sobriété et la biodiversité. Une série de webinaires a également été mise en place avec différents sujets. L'un qui vient d'avoir lieu, deux ont déjà eu lieu. Donc, celui sur la sobriété, un atout pour la biodiversité, le second sur planification et sobriété foncière, sachant que tous ces éléments sont disponibles, on peut les revoir ou en tout cas accéder aux présentations via le site Capitale. Et donc, les 3 prochains webinaires concernent la conception sobre et favorable à la biodiversité lors des projets d'aménagement, qui fait lien avec le sujet du jour et qui permettra aussi d'approfondir, la gestion sobre des écosystèmes urbains et enfin la sobriété, biodiversité et transition écologique. Il est possible de déposer donc un dossier de candidature dans le cadre de Capitale française de la biodiversité jusqu'au 8 mars. La date a été adaptée cette année. Jusqu'à présent, on était sur des candidatures fin janvier. Là, exceptionnellement, en effet, il y a possibilité de candidater jusqu'au 8 mars.
Et donc voilà, si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous invite à aller sur le site ou sinon à me contacter avec l'adresse mail animation-tel. Et donc, je vous remercie du temps accordé. Je vais vous proposer de repasser peut-être vers le chat et de voir en effet s'il y a des questions qui sont apparues depuis. Alors, il y a une question qui concerne l'appel à projet sur ville sobre et perméable. Ce que je ferai, c'est que je remettrai le lien dans la présentation, ou je ne sais pas si quelqu'un de l'agence de l'eau Artois Picardie est encore présent et peut intervenir. En fait, j'ai déjà mis dans le chat le lien. Pardon, je n'avais pas vu, Estelle. J'ai pas déroulé. Merci à toi. Et normalement, vous avez tous les appels à projets qui ont été lancés dernièrement dans le cadre du plan eau. Merci. Aussi, sur ces sujets des imperméabilisations qui ont pu être évoqués, peut rentrer aussi en lien avec la thématique des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, il y a un appel à manifestation d'intérêt du CDC Biodiversité sur cette thématique actuellement. Donc, à voir aussi pour vous transmettre le lien. Il est ajouté à la présentation. C'était pas présent dans ce que je vous ai montré là cet après-midi. Et enfin, une question concernant les kits de communication. Donc, je me permettrai de revenir en direct vers la ville de Lamorlaye. Donc, celui-ci se compose d'une proposition, en effet, qui peut servir soit pour la constitution d'un article ou d'un communiqué de presse. Il y a une plaque. Le choix a été fait en Hauts-de-France de créer une petite plaque à remettre aux collectivités qui pourraient être mises sur le bâtiment, soit la mairie, soit le siège de l'Interco, ou sinon sur un des sites emblématiques en termes de milieu naturel. Et bien sûr, la charte de communication et quelques éléments, en effet, de type image pour les signatures de mail, ou en tout cas éléments à pouvoir faire figurer visuellement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour le kit en local, en région, qui vient compléter après les démarches de reconnaissance et de valorisation régionale à travers la cérémonie de remise des reconnaissances, qui normalement a plutôt lieu vers le printemps, mais qui cette année, en raison des élections européennes, va peut-être être un petit peu décalée plutôt sur le mois de juin. Et au niveau national, donc j'ai oublié de vous en parler, mais il y a justement les rencontres nationales des territoires qui sont organisées par l'Office français de la biodiversité là au mois de décembre. Je rajouterai cet élément dans la présentation de manière à ce que vous ayez l'information sur ceci et comment pouvoir vous inscrire. Donc, Marion, je ne sais pas si on a oublié des questions. Non, je crois que tu as répondu à toutes les questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie Florian pour son intervention, sa contribution, les différentes personnes aussi qui ont contribué et apporté des réponses lors du chat et des échanges. Et puis, donc le webinaire est enregistré, il sera mis à disposition via la plateforme. Et pour tous les participants, vous sera envoyé en effet le support de présentation du jour pour que vous puissiez retrouver les différents liens et adresses qui ont été évoqués. Et je vous remercie tous. Alors, j'aurais une dernière question. Je suppose que c'est la plateforme nationale qui est évoquée. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat, mais vous l'avez aussi dans le support de présentation. Voilà, je vous ai mis le lien. Donc, merci à tous. Et puis,
peut-être à bientôt dans le cadre d'un dépôt de dossier de candidature pour territoire engagé pour la nature. Bonne fin de journée à tous.